1973, le monde découvre l'existence d'une jeune femme surnommée Sibylle. Il semble que Sibylle ait eu le talent, inconscient, d'imiter les voix, les accents les plus différents, de changer son comportement et l'expression de son visage. Ainsi, Vanessa Gale était rousse, jolie et arborait un visage expressif. Marcia s'exprimait avec un accent britannique soutenu. Nancy Lou, elle, s'intéressait de près à la politique, tandis que Mike était un garçon brun qui exerçait la profession de charpentier. Tous n'étaient pourtant qu'une seule et même personne. Salut les Kili-Perlés, dites-moi, vous êtes pas trop à l'étroit ici? Mais si je vous demande ça, c'est parce que le Kili-Perlé est une espèce de poisson qu'on ne trouve qu'à un seul endroit de la Terre. Pas vrai? Il est con. Bref, dans le lac Tanganyika, un grand lac d'Afrique, probablement même le plus long du monde avec ses 677 km. Mais en vrai, on n'est pas là pour parler de ça, donc toi, tu dégages. Aujourd'hui, on va se pencher sur une mystérieuse affaire qui a fait beaucoup de bruit dans les années 80. Car il s'agit peut-être du cas psychiatrique le plus controversé du XXe siècle. La femme dont on va raconter l'histoire a inspiré des livres, des films et a contribué à façonner les personnages de nombreuses œuvres de fiction. Son nom vous dit peut-être rien et pourtant son récit a fait le tour du monde sous pseudonyme. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà entendu parler du dédoublement de la personnalité, un peu comme ce qu'on peut voir dans Fight Club, ou encore du cas mystérieux d'un homme dans le corps duquel vivraient plusieurs personnalités différentes, un peu comme dans le film Split. Eh bien, notre sujet du jour est une femme qui aurait eu pas moins de 16 personnalités différentes, dans la même tête. Donc, un véritable joyau d'étude pour la psychiatrie. Et d'ailleurs, pour cette vidéo, nous allons avoir un petit guest que vous verrez à la toute fin. C'est une personne qui a aussi une chaîne YouTube et qui dit avoir 11 personnalités. Bref, on lui donnera la parole à la toute fin de la vidéo, si ça vous intéresse. Imaginez que chacune des bulles que vous voyez ici représentait une personnalité, et tout ça dans la même tête. Bref, c'est en partie grâce à elle que l'on a pu découvrir ce que l'on nommait à l'époque le trouble de la personnalité multiple et qui suscite encore aujourd'hui de nombreuses polémiques. Alors, est-ce qu'il est vraiment possible d'être plusieurs dans un même corps? Qu'est-il arrivé à cette intrigante femme? Bien, nous allons essayer d'y voir plus clair en vous racontant l'incroyable existence de Shirley Ardell Mason, plus connue sous le nom de Sibylle. Commençons par un personnage central de cette histoire. Oui, celui que tu utilises depuis une minute, quoi. Non. Je vous trouve un petit peu pressé. Détendez-vous. Calmez-vous, asseyez-vous. On va commencer par une certaine Cornelia Wilbur. Là, vous vous demandez qui c'est? Eh bien, c'est une psychiatre américaine reconnue et une des premières femmes diplômées de médecine. Et c'est même la toute première à devenir interne à l'hôpital psychiatrique le plus important du Michigan. Ouais, je sais, c'est impressionnant. Elle suit une formation freudienne et écrit de nombreux articles. Bref, elle est plutôt respectée par ses pairs et elle n'a clairement pas eu son diplôme dans une pochette surprise, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait dans l'histoire, cette chère Cornelia? Eh bien, dans les années 60, alors qu'elle prend en charge de nombreux cas psychiatriques, une ancienne patiente, à elle, se manifeste et lui demande un nouveau suivi. Cette patiente est enseignante. Elle souffre de sautes d'humeur inexpliquées, mais aussi d'absence et d'amnésie. Par exemple, elle explique s'être complètement perdue pendant 5 jours entiers, sans avoir aucun souvenir de ce qui s'était passé. Suite à ça, elle pense qu'il y a un truc qui cloche et qu'elle souffre probablement d'une sévère dépression. Oui, je pense qu'à ce stade, on peut se poser des questions. Et là, le docteur Wilbur accepte de la recevoir. Ouais. Et au fil des séances, elle découvre quelque chose qui va bouleverser sa vie. Sa patiente semble effectivement souffrir de dépression et de troubles de l'humeur. Mais lors de certaines séances, elle semble littéralement devenir quelqu'un d'autre. C'est comme si plusieurs personnalités habitaient dans un même corps et qu'elle prenait tour à tour son contrôle. Au total, le docteur Wilbur en reconnaît 16 et elles ont toutes des noms et des caractéristiques différentes. Il y a d'abord Peggy Lou, une femme agressive qui s'exprime avec un fort accent et une voix effrontée. Elle parle vulgairement, tandis que la patiente emploie normalement un langage courtois. Il y a aussi Vicky, gracieuse et cultivée. Ruthie, un bébé de 3 ans qui semble ne jamais grandir. Peggy Ann, l'angoissée. Sibylle, la timide. Mike et Sid, les charpentiers. Bref, une véritable galerie de personnages parfaitement maîtrisés qui n'apparaissent que dans certaines circonstances et de plus en plus clairement grâce à l'hypnose qu'utilise le docteur Wilbur. Bon, vous l'avez deviné, cette patiente porte le nom de Shirley Ardell Mason et sera plus tard désignée sous le nom de Sibylle. Alors, comment expliquer ce phénomène qui est pour le moins étrange? Eh bien, pour ça, il faut revenir un peu plus sur la vie de cette fameuse Sibylle. Elle est née en 1923 dans le Minnesota, plus précisément à Dodge Center. Et autant dire que son enfance n'avait rien d'heureuse. Selon le témoignage donné plus tard par son père, la mère de Sibylle souffrait déjà de graves troubles mentaux, peut-être schizophréniques, et a été décrite comme étrange. On dit que son rire ressemblait à un cri
Magnifique, magnifique. Et qui lui arrivait d'errer la nuit et même de parfois épier les voisins. Bon, alors cette description fait un petit peu fantasme de film d'horreur, quoi. Clairement, mais on a compris l'idée, c'était une personne malade. Oui, mais cette personne malade a littéralement torturé Sibylle pendant une grande partie de son enfance. Elle l'attachait, lui infligeait de multiples sévices pendant des heures. Puis jouait de la musique au piano comme si de rien n'était. Sibylle a vécu des abus sexuels, de la maltraitance et cela lui a coûté un larynx fracturé, une épaule en mauvais état et sa faculté à pouvoir engendrer la vie. À cause de sa mère, elle n'a jamais pu construire de relation de confiance avec qui que ce soit, y compris son père qui pensait que les psychanalystes étaient des suppôts de Satan. C'est donc une femme traumatisée qui subit toujours de graves séquelles psychologiques. Mais le docteur Wilbur réussit à poser un diagnostic étonnant. Sibylle souffre d'un trouble de personnalité multiple, provoqué par tous les traumatismes qu'elle a subis. Faut se dire que la conscience de Sibylle a dû très fortement se dissocier et éclater en plusieurs morceaux pour lui permettre de continuer à vivre malgré un stress très important et des émotions très lourdes à porter. Du coup, c'est un petit peu comme si chaque personnalité représentait une émotion ou des souvenirs différents, parce qu'il serait tout simplement trop dur pour le cerveau de supporter toutes ces émotions à la fois. Bon, c'est très résumé, mais vous voyez le truc. Et donc, certaines personnalités de Sibylle se rappelaient des maltraitances de son enfance et y réagissaient avec colère. D'autres représentaient encore cet enfant maltraité et malheureux. D'autres encore étaient une projection de ce que Sibylle aurait pu être sans tout ce bazar. En tout cas, on n'avait presque jamais observé un cas aussi complexe. De quoi jeter un gros pavé dans la mare de la psychanalyse. Ouais. Et peut-être aussi raconter une bonne histoire fantastique qui pourrait rapporter beaucoup de moula, non? Bah, justement, on y vient. Une histoire comme celle-là méritait d'être entendue. Seulement, le Dr Wilbur n'a pas pu publier ses travaux sur Shirley dans les revues scientifiques. Shirley? Ouais, je vous ai dit, c'est le vrai nom de la patiente, vous savez, Sibylle. Du coup, la psychanalyste a engagé un auteur pour conter l'étrange histoire de ce véritable cas d'école. Et c'est Flora Rheta Schreiber qui a été chargée d'écrire le bouquin, à partir de notes et d'enregistrements de toutes les séances entre le docteur et la jeune Shirley. Et pour préserver l'anonymat et la tranquillité de cette dernière, on lui a donc choisi un pseudonyme, et ce sera Sibylle. C'est d'ailleurs aussi le titre de l'ouvrage qui fut publié en 1973. Et autant vous dire qu'il s'agit d'un véritable best-seller. Ça se vend comme des petits pains ce machin. Le monde entier découvre l'histoire de la femme qui vit avec 16 personnalités. Très rapidement, le livre est adapté pour la télévision, bref, tout le monde est fasciné. Et c'est alors que survient un drôle de phénomène. Alors que le cas de Sibylle semble être unique, des dizaines de milliers de personnes se manifestent et témoignent des mêmes symptômes que la jeune femme, ainsi que des mêmes traumatismes d'enfance. Les viols, l'inceste, la maltraitance et leurs conséquences dramatiques semblent faire beaucoup plus de victimes que ce que les médecins s'imaginaient. Début 1980, ce sont plus de 50 000 cas de troubles de la personnalité multiple qui sont recensés. Voilà, donc les cabinets sont pleins de gens qui désirent essayer l'hypnose, qui se transforment, changent de voix, de nom, de genre, et ne parviennent qu'à cette condition à raconter leurs souvenirs traumatiques refoulés. Bon, l'avantage c'est qu'on a pu mieux comprendre ces violences et les victimes ont enfin pu parler. Du coup, c'est plutôt positif tout ça, non? D'une certaine façon, oui, parce que cette épidémie a permis de faire entrer ce problème sous le nom de trouble dissociatif de l'identité dans le DSM. Vous savez, le grand manuel, enfin vous savez ou vous savez pas quoi, le grand manuel, bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, je vous le dis. Ouais, bon bref, du coup, le grand manuel de référence des troubles mentaux. Donc, les malades ont pu être soignés et soulagés. À moins que... Que quoi? Dis-nous, à moins que quoi? À moins que tout ce que je viens de vous raconter ne soit qu'une vaste fumisterie. Oui, bon, disons qu'on va un petit peu nuancer tout ça, quoi. Mais putain, j'étais déjà en train d'écrire mon commentaire sceptique, la merde! Eh ouais, t'aurais tort de penser être le seul à douter de la véracité de cette histoire, ou de l'existence même de ce trouble mental. En réalité, devant l'augmentation démentielle des cas de troubles de la personnalité multiple, nombreux sont ceux qui ont accusé les malades de mentir ou les psychologues de chercher la gloire en implantant de faux souvenirs dans la tête des patients et en les manipulant. Les histoires racontées devenaient de plus en plus tordues. Il devenait aussi compliqué de distinguer la réalité du potentiel besoin d'attention de certains mythomanes. Suite à ces critiques et une fois le gros buzz passé, les sceptiques ont d'ailleurs remarqué une forte baisse des cas de personnalité multiple. Et petit à petit, la grosse épidémie a pris fin. Et puis surtout, il y a deux autres protagonistes qui doivent rejoindre cette histoire. Le premier, c'est Herbert Spiegel, un psychiatre hypnothérapeute qui a remplacé le docteur Wilbur auprès de Sibylle pendant plusieurs consultations. Il a hypnotisé la jeune femme à de nombreuses reprises et affirme que le docteur Wilbur ne lui a pas parlé des personnalités de Sibylle et que la patiente ne les a jamais mentionnées
fonctionner en sa présence, ni même sous hypnose. Selon lui, il n'existe aucune preuve que tout ceci soit véridique. En revanche, il prétend détenir de quoi prouver le contraire. Ah oui, parce que selon Spiegel, c'est le docteur Wilbur qui aurait manipulé Sibylle pour lui faire croire qu'elle avait différentes personnalités, dans le but de faire parler d'elle et de médiatiser son histoire. Le traitement infligé, à base d'hypnose, d'électrochocs et de sédatifs plutôt vénères, aurait rendu la jeune femme très sensible aux suggestions et facile à convaincre. Sibylle, lors d'une consultation, lui aurait même tenu ses propos troublants. Voulez-vous que je sois Hélène ? Que voulez-vous dire? Eh bien, quand je suis avec le docteur Wilbur, elle me demande parfois d'être Hélène. Qui est Hélène? Hélène, c'est un nom que le docteur Wilbur a donné à mon émotion. Si cela est vrai, c'est donc le docteur qui aurait insufflé à Sibylle une méthode pour qu'elle identifie certains souvenirs ou certaines émotions à différentes personnalités. Selon Spiegel, Sibylle ne ressentait pas le besoin de faire appel à tout ça avec lui, et il dit avoir des preuves audio de ce qu'il avance. Malheureusement, personne ne les a jamais entendues, et par malchance, il dit les avoir perdues. Ah ben, ça l'arrange bien, hein. Ouais, là c'est un petit peu difficile de démêler le vrai du faux. Et puis, venons-en au deuxième protagoniste de cette controverse. Il s'agit d'une femme nommée Debbie Nathan. Elle a carrément fait toute une enquête autour du cas de Sibylle et affirme lors de la publication de celle-ci qu'il s'agit d'une arnaque ou d'un canular monté par le docteur Wilbur et la patiente. Pour cet auteur, Sibylle souffrait d'une carence en vitamine B12, ce qui peut provoquer une maladie dont les conséquences neurologiques sont parfois graves. Elle pense même que le témoignage selon lequel la mère de Sibylle était malade n'est qu'un pur mensonge. Et puis, il y a quand même un détail embêtant. Ah oui? Embêtant comment? Embêtant, vraiment embêtant. En fait, le souci, c'est que Sibylle elle-même a affirmé n'avoir aucune de toutes ses personnalités. Je n'ai pas plusieurs personnalités. Je n'ai même pas un double pour m'aider. Toutes ces personnalités, c'est moi. Je sais, c'était un mensonge de ma part que de faire semblant. Mais pas si vite. Le docteur Wilbur a considéré que ses aveux étaient un moyen de défense et simplement une autre façon de refouler la réalité de la maladie. D'ailleurs, dans d'autres lettres privées, Sibylle écrit l'inverse et affirme qu'elle souffre bien de vivre chaque jour avec ses 16 personnalités qui prennent le contrôle de sa conscience. Alors, qui croire? Est-ce que tout est vrai ou est-ce que tout est faux? Que dit la science? Pour certains scientifiques, les cas de personnalités multiples sont dits iatrogènes, c'est-à-dire qu'ils seraient les conséquences non désirées de certaines thérapies. Un peu comme si cette maladie était l'effet secondaire d'une mauvaise prise de médicaments. Cependant, tous les thérapeutes ne sont pas d'accord avec cette théorie. Et pour d'autres, ce sont bien les traumatismes d'enfance qui fragmentent le cerveau lors de son développement. En fin de compte, quelles que soient leurs origines, les symptômes sont bien réels et sont très éprouvants à vivre. D'ailleurs, petit disclaimer, on ne remet pas ici en cause l'existence de ce trouble ou la capacité des psys à le traiter. Le trouble dissociatif de l'identité existe bel et bien. Disons juste que pour raconter toute son histoire, il faut aussi parler des controverses qui ont longtemps été émises à son sujet. À cela, on peut ajouter que le trouble dissociatif de l'identité, qui est le nom officiel qui a remplacé le trouble de personnalité multiple, figure bien dans le manuel de psychiatrie figure bien dans le manuel de psychiatrie toujours à ce jour. Tous les jours, des patients sont diagnostiqués, traités, suivis en thérapie, et il existe même tout un jargon spécifique à ce trouble mental. Les personnalités sont nommées altères et coexistent dans un système où chacun tient un rôle défini. L'un sera par exemple le protecteur, l'autre renfermera les souvenirs traumatiques, et un autre encore assurera la vie sociale, etc. Lorsqu'une personnalité prend le contrôle, on dit qu'elle fronte, et parfois les patients décrivent même tout un monde intérieur dans lequel coexistent les différentes altères. Bref, c'est clairement fascinant, ouais. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Alors déjà, qu'elle est fascinante, oui. Le cas de Sibylle reste un cas important et très médiatisé qui a permis de faire connaître au monde entier l'existence du TDI. Vous savez, donc le trouble dissociatif de l'identité. Et puis, si pour certains, ce trouble est une illusion psychiatrique et le fruit d'une thérapie inadaptée, ces symptômes sont bien réels et ont des effets directs sur le cerveau, ce qui est très perturbant à vivre pour les personnes atteintes. Nul doute que la célébrité de Sibylle aura permis de parler des violences subies par de nombreux enfants et d'ouvrir à la médecine de nouvelles pistes pour mieux comprendre le mystère de la conscience. Et bien voilà, j'espère en tout cas que ce sujet vous aura captivé et comme je vous l'ai dit en intro, on a réussi à trouver une personne qui a aussi une chaîne YouTube et qui a une histoire similaire à celle de Sibylle et qui va vous en parler maintenant. Merci Chris et bonjour à tout le monde. Je m'appelle Christina et comme Sibylle, on a découvert il y a quelques années que j'avais le trouble dissociatif de l'identité et que je cohabitais avec 11 autres personnalités. Pendant longtemps, j'ai senti que quelque chose n'allait pas vraiment chez moi, jusqu'à même penser que j'étais possédée par des démons, alors qu'en fait je n'étais simplement qu'une victime des traumatismes et des violences répétées que j'avais vécues dans l'enfance.
France, ce qui a mené mon cerveau à créer des haltères pour me protéger et me séparer de ces événements-là pour pouvoir survivre. Toutes les controverses sur le TDI ont encore un impact aujourd'hui sur les victimes. Le diagnostic est difficile à avoir, particulièrement en France. Il y a encore beaucoup de psychiatres qui pensent que ce trouble est une invention d'Hollywood et du coup les victimes n'osent pas parler. Quand j'ai été diagnostiquée, j'ai eu très peur parce qu'il y avait très peu de représentation du TDI et je me suis sentie un petit peu perdue. Donc entre l'amnésie, les switches, les traumatismes, j'ai dû arrêter mon éducation et je me suis retrouvée seule. Certains parfois me disent que ça doit être cool d'avoir ce trouble, de vivre avec des amis dans sa tête tout le temps, on doit jamais se sentir seul, mais ce n'est pas le cas. Parce que parfois les haltères sont créés à l'image de l'agresseur, de la personne qui nous a détruits, et vivre 24 heures sur 24 avec son agresseur, c'est terrifiant. Se retrouver à l'autre bout de la ville sans savoir ce qui s'est passé, où on est, c'est terrifiant aussi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube sous le pseudo The Peculiar Club, c'est pour pouvoir aider et soutenir les personnes qui ont vécu les mêmes expériences que moi, et pouvoir faire connaître ce trouble pour qu'il ne soit plus tabou, qu'on n'ait plus peur de parler et que les victimes puissent avoir de l'aide. Ce trouble ne relève pas de la fiction, c'est une réalité, et les victimes ont seulement besoin de soutien, et c'est en parlant qu'on arrivera à normaliser ce trouble. Merci encore Chris de m'avoir permis de partager un petit bout de mon histoire avec le trouble dissociatif de l'identité et j'ai été ravie d'être ici, merci. Voilà, merci beaucoup à Christina de The Peculiar Club pour son témoignage. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous abonner à sa chaîne ainsi qu'à celle du Journal d'Olympe. Ces deux jeunes filles racontent leur quotidien lié au TDI et expliquent très bien tous les détails de ce trouble. On vous laisse les liens de ces deux super chaînes dans la description et on vous dit à la prochaine la Poiscaille.